objections tirées des bons ouvrages que le public a paru désapprouver comme des mauvais qu'il a loués et réponse à cette objection. On dira qu'on voit quelquefois une mauvaise farce, une talie barbouillée amuser le public longtemps et attirer encore des spectateurs à une 20e représentation. Mais le public qui va voir ces farces durant la nouveauté vous répondra lui-même qu'il n'en a pas la dupe, qu'il connaît le peu de valeur de ce comique des Halles. Il vous dira dans le lieu même qu'il met une différence immense entre ses pièces et le misanthrope, et qu'il n'y vient que pour voir un acteur qui réussit dans quelques personnages bizarres, ou bien une scène qui aura du rapport avec une aventure récente et dont il est parlé dans le monde. Aussi, dès que le temps de la nouveauté s'est écoulé, dès que la conjoncture qui soutenait la pièce est passée, le public oublie pleinement ces farces et les comédiens qui les ont jouées ne s'en souviennent plus, ce qui prouve naguère, lorsque sa pièce réussit dans sa nouveauté, la réussite fut l'œuvre du chef de troupe plutôt que de lui-même. Mais, ajoutera-t-on, le succès du misanthrope fut incertain durant un temps. La Phèdre de Pradon, que le public méprise tant aujourd'hui pour dire encore plus qu'il a si parfaitement oublié, eut d'abord un succès égal à celui de la Phèdre de Racine. Pradon, durant un temps, eut autant de spectateurs à l'hôtel de Guénégaud que Racine en avait à l'hôtel de Bourgogne. En un mot, ces deux tragédies qui parurent dans le même mois luttèrent durant plusieurs jours, avant que l'excellence eût terrassé la mauvaise. Quoique le misanthrope soit peut-être la meilleure comédie que nous ayons aujourd'hui, on n'est pas surpris néanmoins que le public ait hésité durant quelques jours à l'avouer pour excellente, et que le suffrage général n'ait été déclaré en sa faveur qu'après 8 ou 10 représentations, quand on fait réflexion aux circonstances où Molière joua. Le monde ne connaissait guère alors le genre de comique noble qui commet ensemble des caractères vrais, mais différents de manière qu'il en résulte des incidents divertissants, sans que les personnages aient songé à être plaisants. Jusque-là, pour ainsi dire, on n'avait pas encore diverti le public avec les visages naturels. Ainsi, le public, accoutumé depuis longtemps à un comique grossier ou gigantesque, qui l'entretenait d'aventures basses ou romanesques, et qui ne faisait paraître sur la scène que des plaisants barbouillés et grotesques, fut surpris d'y voir une muse qui, sans mettre des masques à grimaces sur le visage de ses acteurs, ne laissait pas d'en faire des personnages de comédie excellents. Les rivaux de Molière juraient en même temps sur la connaissance qu'ils avaient du théâtre que ce nouveau genre de comédie ne valait rien. Le public hésita donc durant quelques jours. Il ne savait s'il avait eu tort de croire que Jodelet, Maître et Valet et Don Japhet d'Arménie fussent dans le bon goût, ou s'il avait tort de penser que c'était le misanthrope qui était dans le bon goût. Mais après un certain nombre de représentations, le monde comprit que la manière de traiter la comédie en philosophe moral était la meilleure, et laissant passer contre le misanthrope les poètes jaloux, toujours aussi peu croyables sur les ouvrages de leurs concurrents que les femmes sur le mérite de leur rival. En beauté, il en est venu avec un peu de temps à l'admirer. Les personnes d'un goût exquis, celles dont nous avons dit qu'elles avaient la vue meilleure que les autres, prévirent même d'abord qu'elle partit. Le public prendrait avant peu de jours. On sait les louanges que M. le duc de Montausier donna au misanthrope après la première représentation. Espéot, après avoir vu la troisième, soutint à Racine qui n'était point fâché du danger où la réputation de Molière semblait être exposée, que cette comédie aurait bientôt un succès des plus éclatants. Le public justifia bien la prédiction de l'auteur de l'art poétique, et depuis longtemps les Français citent le misanthrope comme l'honneur de leur scène comique. C'est la pièce française que nos voisins ont adoptée avec la plus grande prédilection. Quant à Phèdre de Pradon, on se souvient encore qu'une cabale composée de plusieurs autres, dans lesquelles entraient des personnes également considérables par leur esprit et par le rang qu'elles tenaient dans le monde, avait conspiré pour élever la Phèdre de Pradon et pour humilier celle de Racine. La conjuration du marquis de Bedmar contre la République de Venise ne fut pas conduite avec plus d'artifice ni suivie avec plus d'activité. Opéra cependant cette conjuration. Elle fit aller un peu plus de monde à la tragédie de Pradon, qui en aurait été,
par le motif seul de voir comment le concurrent de Racine avait traité le même sujet que ce poète ingénieux. Mais cette fameuse conspiration ne put pas empêcher le public d'admirer la Phèdre de Racine après la quatrième représentation. Quand le succès de ces deux tragédies semblait égal, à compter le nombre des personnes qui prenaient des billets à l'hôtel de Guénégaud et à l'hôtel de Bourgogne, on voyait bien qu'il ne l'était pas dès qu'on écoutait le sentiment de ceux qui sortaient de ces hôtels où deux troupes séparées jouaient alors la comédie française. Au bout du mois, cette ombre d'égalité disparut, et l'hôtel de Guénégaud, où l'on représentait la pièce de Pradon, devint désert. On sait les vers de Despréaux sur le succès du Cid de Corneille. En vain contre le Cid un ministre se ligue, tout Paris pour Chimène à les yeux de Rodrigue. J'ai allégué déjà les opéras de Quinault, et je pense en avoir dit assez pour faire convenir, du moins intérieurement, ceux de nos poètes dramatiques dont les pièces n'ont pas réussi, que le public ne proscrit que les mauvais ouvrages. Si l'on peut leur appliquer le vers de Juvénal, ne sortons pas d'envie à un poète qui vit du théâtre. Pourtant, il ne faut pas en vouloir aux poètes que les tréteaux font vivre. C'est par d'autres raisons qui ne sont pas du sujet que je traite ici. On pourrait objecter encore que les Grecs et les Romains rendirent souvent dans leur théâtre des sentences injustes et qu'ils infirmèrent dans la suite. Martial dit que les hommes athéniens dénièrent souvent le prix aux comédies de Ménandre. Ce n'est pas souvent que Ménandre se vit applaudir par l'assistance et couronné. Des auteurs cités par Olughele avaient écrit que de 100 comédies composées par Ménandre, il n'y en avait eu que 8 assez heureuses pour remporter le prix que les anciens donnaient au poète, qui avait fait la meilleure pièce de celle qui se représentait à l'occasion de certaines solennités. Nous apprenons encore d'Olughele qu'Euripide ne vit couronner que 5 tragédies des 75 qu'il avait composées. Le public, soulevé contre les cires de Terence, les premières fois qu'elle fut représentée, ne permit pas aux comédiens de l'achever, je réponds. Olughele et Martial ne disent point que les tragédies d'Euripide ni les comédies de Ménandre aient été jugées mauvaises, mais bien que d'autres pièces plurent davantage. Si nous avions ces pièces victorieuses, peut-être démêlerions-nous ce qui put éblouir le spectateur. Peut-être même trouverions-nous que le spectateur aurait bien jugé, quoique le grand Corneille soit généralement parlant bien supérieur à Rotrou. N'y a-t-il point plusieurs tragédies de Corneille, je n'en ose dire le nombre, qui perdraient le prix contre le Venceslas de Rotrou, au jugement d'une assemblée équitable? De même, quoique Ménandre eût fait quelques comédies qui le rendaient supérieur à Philémon, un poète dont les pièces gagnèrent souvent le prix sur celles de Ménandre, ne se peut-il pas que Philémon en eût fait plusieurs qui méritassent mieux le prix que certaines comédies de Ménandre? Quintilien nous dit que les Athéniens n'eurent qu'un tort à l'égard de Philémon, ce fut de l'avoir préféré trop souvent à Ménandre. Ils auraient eu raison s'ils se fussent contentés de lui donner la seconde place. Au jugement de tout le monde, il méritait de marcher immédiatement après Ménandre. Philémon, si le mauvais goût de son temps l'a souvent fait préférer à Ménandre, l'unanimité de la postérité l'a mis avec raison au second rang. Apulée parle de ce même Philémon dans le second livre des Floridas, comme d'un poète qui avait de très grands talents et qui surtout était recommandable par la morale excellente de ses comédies. Il le loue d'avoir été fécond en bonnes maximes, d'avoir mis dans ses pièces peu de séduction et d'y traiter l'amour comme un égarement. Des maximes en accord avec la vie, peu de dépravation chez lui et de l'indulgence pour l'amour considéré comme un égarement. Les Athéniens n'ont-ils pas été en droit d'avoir égard à la morale de leurs poètes comiques en leur distribuant le prix? Pour Euripide, les meilleurs poètes dramatiques de la Grèce furent ses contemporains, et ce sont leurs pièces qui probablement ont gagné le prix contre les siennes. On a donc tort de mettre Euripide et Ménandre à la tête des poètes dédaignés par les spectateurs, afin de consoler par l'égalité des destinées ceux de nos auteurs dramatiques sur les ouvrages desquels le public s'explique quelquefois hautement et désagréablement. J'ai encore une raison à dire contre l'objection
que je réfute, c'est que le théâtre de ces temps-là n'était pas un tribunal à comparer au nôtre. Comme les théâtres des anciens étaient très vastes et qu'on y entrait sans payer, l'assemblée y dégénérait en une véritable cohue pleine de gens sans attention et par conséquent toujours prêts à distraire ceux qui auraient été capables d'en avoir. Horace nous dit que le fracas des vents déchaînés dans les forêts du mont Saint-Ange et le mugissement de la mer agitée ne faisaient pas plus de bruit que ces assemblées tumultueuses. Quel comédien, dit-il, on la voix assez forte pour s'y faire entendre. Car fut-il jamais de voix assez forte pour dominer le bruit que font retentir nos théâtres? On croirait entendre mugir les bois du Garganus et la mer de Toscane. Tel est le fracas que déchaîne le spectacle des jeux. Le bas étage des citoyens, qui s'ennuyaient parce qu'ils ne s'occupaient pas à suivre la pièce, demandaient quelquefois à grands cris dès le troisième acte des divertissements qui fussent plus à sa portée, et il insultait même ceux qui voulaient faire continuer les comédiens. On peut voir dans la suite du passage d'Horace que nous avons allégué et dans le prologue de l'Essire, dont la représentation fut interrompue 2 fois par ces saillies fougueuses du peuple, la description du tumulte. Il y avait bien des magistrats préposés pour empêcher le désordre, mais comme il arrive en choses bien plus importantes, il était d'usage qu'ils ne fissent pas leur charge. Dans Rome, et sous le règne de Tibère, celui de tous ces princes qui sut le mieux se faire obéir, il y eut des principaux officiers de la garde de l'empereur tués ou blessés dans le théâtre, en voulant y empêcher le désordre. Et pour toute punition, le Sénat donna permission aux prêtres de reléguer les auteurs de pareils tumultes. Les empereurs qui voulaient se rendre agréables au peuple ôtaient même la garde de soldats qu'on mettait quelquefois au théâtre. Les nôtres ne sont point sujets à de pareils orages, et le calme et l'ordre y règnent avec une tranquillité qu'il ne semblait pas possible d'établir dans des assemblées qu'une nation aussi vive que la nôtre forme pour se divertir, et où une partie des citoyens vient armée et l'autre désarmée. On y entend paisiblement de mauvaises pièces et quelquefois des comédiens qui ne valent pas mieux. Le public ne s'assemble point parmi nous pour juger des poèmes qui ne sont pas dramatiques, comme ils s'assemblaient chez les anciens. Ainsi les gens du métier peuvent mieux favoriser, ils peuvent mieux rabaisser tous ces poèmes qui ne se produisent que par la voie de l'impression. Ils peuvent en faire valoir des beaux endroits, en excuser les mauvais, comme ils peuvent aussi exténuer le mérite des plus beaux, soit en disant qu'ils sont pillés, soit en les mettant en parallèle avec les vers d'un autre poète qui aura traité un sujet semblable. Ainsi le public, lorsqu'il a été induit en erreur sur la définition générale d'un de ses poèmes, ne saurait plus être désabusé en un jour. Il faut du temps aux personnes désintéressées pour se reconnaître et pour s'affermir réciproquement dans leurs sentiments par l'autorité du grand nombre. La meilleure preuve qu'on puisse avoir de l'excellence d'un poète, quand il commence à paraître, c'est donc qu'il fasse lire et que tous ceux qui l'ont lu en parlent avec affection, quand bien même ce serait pour lui reprocher des fautes. Je crois que le temps où le poème nouveau, qui est un bon ouvrage, se trouve défini en général, suivant qu'il mérite de l'être, arrive aujourd'hui environ 2 ans après sa première édition. Quand il est mauvais, le public ne prend pas un si long délai pour le condamner. Quelque effort que la plupart des gens du métier fassent pour soutenir sa réputation. Quand la Pucelle de Chapelain parut, elle avait pour elle les suffrages des gens de lettres, étrangers et français. Les bienfaits des grands l'avaient déjà couronné, et le monde, prévenu par ses éloges, l'attendait, l'encensoir à la main. Cependant, le public, sitôt qu'il eut lu la Pucelle, revint de son préjugé, et il la méprisa même avant qu'aucun critique lui ait eu enseigné par quelle raison elle était méprisable. La réputation prématurée de l'ouvrage fut cause seulement que le public instruisit ce procès avec plus d'empressement. Chacun apprit, sur les premières informations qu'il fit, qu'on bâillait comme lui en la lisant, et la Pucelle devint vieille au berceau.